Je m'appelle James, j'ai 28 ans. Pendant 28 ans, ma famille a complètement ignoré mon existence, me traitant comme un bruit de fond pendant qu'ils vénéraient le sol sur lequel marchait mon frère aîné. Alors que je faisais des gardes de nuit épuisantes aux urgences, couvert de sueur et essayant d'empêcher les gens de faire un arrêt cardiaque, mes parents me regardaient droit dans les yeux à travers la table à manger et disaient « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Arthur ? Ton petit boulot d'infirmier est un mignon plan B, mais lui, il est en train de bâtir un véritable héritage. » Il se moquait de mes rêves et de mes difficultés sous les yeux de toute notre famille élargie lors de notre dîner annuel de Thanksgiving. Mais il y a une chose qu'il ne savait pas. Le petit projet parallèle qu'il qualifiait de fantasme sans valeur, celui dont il se moquait ouvertement, venait d'être racheté par une énorme entreprise technologique. Et maintenant, ces mêmes personnes qui refusaient de lever le petit doigt pour moi me dévisagent la mâchoire décrochée, essayant désespérément de comprendre comment obtenir une part d'un gâteau qu'ils n'ont jamais aidé à préparer. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai lâché cette bombe et ce qui s'est passé ensuite, cliquez sur le bouton j'aime si vous pensez que la meilleure des vengeances est un succès massif. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous, j'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, retournons là où le cauchemar a enfin pris fin. La salle à manger sentait le jambon rôti, la cannelle et le vin artisanal. Hors de prix que mon frère Arthur avait apporté pour frimer. C'était le dîner de Noël. Mais dans ma famille, les fêtes n'ont jamais vraiment été une question de célébration des fêtes. C'étaient des événements méticuleusement mis en scène pour célébrer la nouvelle étape franchie par Arthur. Cette année-là, c'était ça. Grande promotion dans un cabinet d'investissement. Il avait 31 ans, portait une montre qui coûtait plus cher que ma voiture et tenait court au centre de la table. Comme un roi s'adressant à ses fidèles sujets. J'étais assis à l'autre bout de la table, juste à côté de la porte de la cuisine, la place intégrée du serveur. Ma mère, Eleanor, m'avait placé là pour que je puisse facilement débarrasser les assiettes sans interrompre les grandes histoires d'Arthur. Mon père, Robert, était assis dans son fauteuil inclinable, buvant les paroles de mon frère. Ils ont littéralement prononcé les mots au futur associés devant toute l'équipe de direction, s'est vanté Arthur en faisant tourner son vin, de gros enjeux, de gros dollars. Le cabinet c'est qui rapporte les vrais revenus. Ma mère a croisé les mains sur son cœur, les yeux brillants d'une adoration absolue. Nous sommes tellement fiers de toi, mon chéri. Ce soir, il s'agit de te célébrer, toi. Et ton brillant avenir. J'ai pris une gorgée d'eau, le visage parfaitement neutre. J'y étais habitué. Grandir en tant que James dans cette maison signifiait apprendre très tôt que l'amour était soumis à un système de classement strict, et j'étais perpétuellement à la dernière place. J'étais l'enfant pratique, celui qui ne demandait pas d'entretien, ce qui n'était que leur façon polie de dire qu'ils n'avaient jamais à faire attention à moi. Arthur a eu un petit sourire narquois, ses yeux glissant paresseusement vers mon bout de la table. Il a toujours aimé jeter un os aux paysans. Alors, James, dit-il, utilisant cette voix d'animateur de talk show qu'il perfectionnait pour paraître magnanime, tu fais toujours ces doubles gardes et tu manges toujours de vieilles collations de distributeurs automatiques. Tu dois sortir de cette routine, petit frère. Peut-être qu'un jour je t'obtiendrai un entretien dans mon cabinet pour un poste administratif. Mon père est intervenu en pointant sa fourchette vers moi. Allons, Arthur, ne le taquine pas. Infirmier est un travail solide et pratique. Nous avons besoin de gens pour changer les bassins hygiéniques. Et tu as toujours été notre enfant pratique, James. Celui pour lequel nous n'avons pas à nous inquiéter. Ouais, Harry Arthur en coupant un morceau de jambon, mais qu'en est-il de ce truc de données sur lequel tu bricolais? Cette petite application, tu demandes toujours à l'univers de
Manifester $1 million? Toute la table a gloussé. C'était une routine familière. La moquerie douce et condescendante de mes ambitions, mais cette fois, la brûlure familière dans ma poitrine ne m'a pas fait me recroqueviller. Pour affiner ma concentration, j'ai regardé la bougie vacillante au centre de la table. J'ai pensé à l'épuisement total, aux nuits blanches, au avocat d'affaires impitoyable avec qui je venais de passer des semaines à négocier. J'ai posé ma fourchette. J'ai fait en sorte que le métal teinte contre la porcelaine juste assez fort pour couper le rire. En fait, ai-je dit, d'une voix complètement plate et presque ennuyée. Je ne manifeste plus $1 million. Arthur a penché la tête, un petit sourire arrogant aux lèvres. Oh, tu as enfin abandonné ta petite entreprise fantaisiste sans valeur. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, j'ai vendu ma société. Les mots ont résonné comme un verre se brisant sur un sol en marbre. La pièce n'est pas devenue silencieuse d'un seul coup. Ce fut une prise de conscience décalée, une lente vague de confusion qui a envahi leur visage. Tu as fait quoi? A froncé les sourcils Arthur, pensant avoir mal entendu. J'ai vendu mon entreprise, ai-je répété en articulant chaque syllabe. Aegismed, la plateforme de coordination des urgences que je développe depuis 3 ans. Nous avons conclu l'affaire il y a quelques semaines. Arthur a laissé échapper un rire fort et forcé, un son de pure insécurité essayant de se masquer en confiance. D'accord, monsieur le PDG. Bien sûr. Et pour combien ton petit business sans valeur est-il parti? $10 000? Assez pour acheter une nouvelle Honda. J'ai gardé mes mains parfaitement immobiles sur la table. $170 millions. Le silence qui a suivi fut absolu. C'était le genre de silence qui aspire l'oxygène d'une pièce. La mâchoire de mon père s'est littéralement relâchée. La fourchette qu'il tenait lui a glissé des doigts et a cliqueté sur son assiette, laissant une tache de sauce. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir directement dans la purée de pommes de terre. Le rire d'Arthur s'est éteint dans sa gorge. Il m'a dévisagé, les yeux écarquillés et maniaques, faisant le calcul mental qui concluait qu'il n'était plus la personne ayant le plus réussi dans la pièce. Je pensais que la pire partie de ma vie était derrière moi. Je pensais que lâcher cette bombe de vérité me libérerait enfin. J'avais tellement incroyablement tort. Pour comprendre l'ampleur absolue de ce moment, il faut comprendre les 28 années de cicatrices invisibles que je portais dans cette salle à manger. On ne se réveille pas un jour en décidant d'anéantir émotionnellement sa famille lors d'un dîner de fête. On est forgé en ce genre d'armes pièce par pièce, au fil de décennies de négligence. En grandissant, la hiérarchie dans notre maison a été établie avec la subtilité d'un coup de masse. Arthur était l'enfant prodige. Il était bruyant, athlétique, charismatique et exigeant. Il jouait au football américain, et nos week-ends entiers tournaient autour de ses matchs, de ses tournois, de ses victoires. Mon père avait construit un véritable sanctuaire dédié à Arthur dans le salon, une immense vitrine en chêne remplie de trophées, de médailles et de coupures de journaux encadrés. J'étais l'opposé. J'étais calme, observateur et profondément fasciné par la science. Quand j'avais 14 ans, j'ai gagné un concours de biologie au niveau de l'État. J'avais passé 6 mois à faire des recherches méticuleuses sur la régénération cellulaire pour ce projet. Quand j'ai ramené la lourde plaque en verre à la maison, ma mère y a jeté un coup d'œil distrait pendant qu'elle repassait la veste de l'équipe universitaire d'Arthur. C'est bien, chérie, a-t-elle dit vaguement. Mets-la dans ta chambre. Nous ne voulons pas encombrer le salon juste avant l'arrivée de tante Clara. J'ai mis la plaque dans mon tiroir du bas et je ne l'ai plus jamais regardée. Tante Clara était un
Pilier de nos dîners de Thanksgiving, une femme qui traitait les ragots familiaux comme un sport olympique. Elle était une manipulatrice experte, trouvant toujours des moyens de nous monter Arthur et moi l'un contre l'autre. Regardez les larges épaules d'Arthur, roucoulait-elle au-dessus de la dinde. Il va devenir PDG. Et James, eh bien, tu as une si belle écriture. Tu feras un merveilleux assistant un jour. Mes parents ne la corrigeaient jamais. Ils hochaient la tête en signe d'approbation. Ils avaient déjà écrit le scénario de nos vies, et mon rôle consistait simplement à ne pas gêner. La véritable trahison, celle qui a fondamentalement rompu ma confiance en eux, s'est produite au moment d'entrer à l'université. Pendant 18 ans, on m'avait dit qu'il y avait un fonds pour les études. J'ai travaillé dur, j'ai fait profil bas et j'ai été accepté dans un programme prémédical très compétitif. C'était cher, mais j'avais pris en compte les économies qu'ils m'avaient promises. Quand j'ai assis mes parents dans la cuisine avec ma lettre d'acceptation, mon père s'est raclé la gorge et a refusé de croiser mon regard. James, nous devons avoir une conversation réaliste sur les finances, a-t-il dit en se tortillant inconfortablement sur sa chaise. Nous avons dû puiser massivement dans le fonds d'études. Les frais de scolarité d'Arthur à l'école de commerce de Livy League sont astronomiques, et il avait besoin d'une voiture pour ses stages. Nous avons dû faire un choix sur l'endroit où investir nos ressources. Je l'ai. Et regardez, une peur froide envahissant mon estomac. Vous lui avez donné ma moitié de l'argent. C'est un investissement dans l'avenir de ton frère. Est intervenue ma mère. Sa voix était enrobée de ce ton d'une douceur écœurante qu'elle utilisait quand elle voulait éviter une dispute. Arthur va faire de la haute finance. Il a besoin de ce pédigré. Les soins infirmiers ou quel que soit le truc de technologie médicale que tu veux faire, c'est une noble vocation. James. Tu peux contracter des prêts étudiants. Tu es résilient. Arthur est juste. Il en a plus besoin. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je me suis simplement levé, j'ai marché jusqu'à ma chambre et j'ai commencé à chercher des programmes de soins infirmiers qui offraient des bourses complètes. J'ai réalisé alors que je n'avais pas de parents. J'avais 2 personnes qui géraient le fan club d'Arthur. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmier avec 0 dette, par pure rancune. J'ai accepté un poste d'infirmier aux urgences de nuit dans le plus grand centre de traumatologie de la ville. L'hôpital était un hachoir à viande brutale et chaotique, mais c'était honnête. Là-bas, personne ne se souciait de savoir qui étaient vos parents ou si vos chaussures étaient bien cirées. Il se souciait seulement de savoir si vous pouviez poser une voix veineuse dans une veine qui s'effondre ou garder votre sang-froid pendant qu'un patient faisait un arrêt cardiaque devant vous. Je voyais les parties les plus crues de l'humanité chaque nuit. Des blessures par balle, des accidents de voitures mortelles, des overdoses de drogue, des disputes conjugales qui se terminaient en sang sur le linoléum. Je tenais la main des gens qui poussaient leur dernier soupir. Je prononçais des heures de décès à 3 heures du matin. C'était un baptême du feu et cela m'a endurci pour devenir quelqu'un qui n'avait pas le luxe de s'apitoyer sur son sort. Mais la véritable horreur de l'hôpital n'était pas les traumatismes. C'était le système défaillant qui le gérait. Nous luttions constamment contre des technologies obsolètes. Les transmissions de patients étaient un gâchis. Les résultats de laboratoire étaient retardés. Les médecins et les infirmières opéraient en vase clos parce que la plateforme de communication était une relique du début des années 2000. J'ai vu des gens frôler la mort et parfois mourir pour de bon, non pas à cause de leurs blessures, mais à cause de retards administratifs. Une nuit, le point de rupture a été atteint. J'ai été affecté à la salle de traumatologie aux côtés de Julian, un infirmier senior qui passait plus de temps à esquiver le travail qu'à le faire. Il était le classique obstacle sur le lieu de travail. Paresseux, arrogant et prompt à jeter quiconque sous le bus.
Nous avons reçu un carambolage impliquant plusieurs véhicules. Le chaos total, du sang partout, des alarmes qui hurlaient. Julien a oublié d'enregistrer l'administration d'un médicament critique parce que le système informatique a planté. Lorsque le médecin traitant a demandé le statut du patient, Julien a menti pour couvrir ses traces. J'ai repéré l'erreur juste à temps, arrachant physiquement la seringue de la main du médecin avant qu'une interaction médicamenteuse fatale ne se produise. Lorsque l'adrénaline est retombée, je me suis affaissé contre le mur dans le placard à fournitures, les mains tremblantes. Patty, l'infirmière en chef vétéran qui était devenu en quelque sorte un mentor pour moi, m'y a trouvé. Tu as sauvé une vie ce soir, James, a-t-elle dit doucement en me tendant un gobelet de café rassis. Mais tu ne peux pas rattraper toutes les erreurs. Le système est conçu pour échouer. J'ai regardé le tableau blanc en désordre où nous suivions les patients avec des marqueurs effaçables à sec. À l'ère des smartphones et du cloud computing, nous utilisions du plastique et de l'encre pour gérer des vies humaines. Alors je vais construire un nouveau système, lui ai-je dit. Patty a souri tristement. Bonne chance avec ça. Gamin. Les costards de la direction n'écoutent pas les infirmières. Elle avait raison. L'administration de l'hôpital nous considérait comme de la main-d'œuvre jetable. Mais je n'allais pas demander leur permission. Pendant les heures mortes de la nuit, entre la stabilisation des victimes d'AVC et la rédaction des dossiers, j'ai commencé à dessiner une maquette filaire au dos d'un brouillon. Un système de coordination en temps réel, une plateforme qui synchroniserait instantanément les données des patients, la localisation du personnel et les résultats de laboratoire sur chaque tablette et écran des urgences. Je l'ai appelé Gismed. C'était ma bouée de sauvetage. C'était la seule chose qui me permettait de garder la raison. J'ai déversé chaque once de ma frustration, de mon intelligence et de mon ambition invisible dans ces plans. Je pensais garder mon projet secret, à l'abri de la portée toxique de ma famille. Je n'avais pas réalisé que les blessures les plus profondes viennent généralement des personnes qui se tiennent juste à côté de vous. Je ne savais pas coder. Je connaissais le côté médical, le flux de travail, les goulots d'étranglement. Fatal. Mais j'avais besoin d'un architecte pour construire l'infrastructure numérique. C'est alors que j'ai trouvé Marcus. C'était un ingénieur logiciel brillant mais socialement maladroit que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun. Nous avons commencé à nous rencontrer dans un resto délabré. Ouvert 24h24 après la fin de mes gardes à 7h du matin. Nous fonctionnions avec des quantités dangereuses de caféine et un pur entêtement. J'arrivais directement de l'hôpital sentant l'antiseptique et l'épuisement, et nous asseyions sur une banquette en vinyle craquelé pour concevoir l'architecture de la base de données. Marcus a tout de suite compris la vision. Il savait que le logiciel pouvait révolutionner la logistique du triage. Pendant que je brûlais la chandelle par les deux bouts, vivant de nouilles instantanées bon marché et sacrifiant ma santé physique, Arthur vivait sa meilleure vie. Il venait de décrocher un poste d'analyste de niveau intermédiaire et avait décidé qu'il avait besoin d'un appartement de luxe en centre-ville pour projeter la bonne image. Je l'ai appris via la discussion de groupe familial, le tableau d'affichage numérique où mes parents publiaient les exploits d'Arthur. Ma mère a envoyé une photo d'Arthur tenant des clés devant un élégant bâtiment au mur de verre. Tellement fier de notre garçon, disait la légende. Papa et moi sommes ravis de l'aider à sécuriser cet incroyable investissement immobilier. Ils avaient vidé une part massive de leur fonds de retraite 401K pour couvrir son apport personnel. Les mêmes personnes qui m'avaient dit que je devais contracter des prêts étudiants parce que l'argent manquait venaient de céder une somme à 6 chiffres pour qu'Arthur puisse avoir une vue sur les gratte-ciel. Cela m'a rendu malade, mais j'ai ravalé ma bile et je me suis remis au travail. Je n'avais aucun héritage, aucun filet de sécurité.
Je n'avais qu'Aegismed. Après 8 mois de travail acharné, Marcus et moi avions un prototype fonctionnel. Il était brut, mais il était fonctionnel. Nous devions l'héberger sur des serveurs sécurisés conformes aux normes IPA pour commencer à exécuter des simulations. Et ces serveurs coûtaient cher. Mon maigre salaire d'infirmier était étiré à la limite absolue. Nous avions besoin d'un microcrédit. Juste 15 000 $ pour faire le pont avant de pouvoir solliciter un véritable financement d'amorçage. J'étais désespéré. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie d'adulte. Je suis allé demander de l'aide à mes parents. J'ai conduit jusqu'à leur maison en banlieue lors de mon seul jour de congé. J'ai apporté mon ordinateur portable, un dossier de présentation imprimé et une boule d'anxiété dans la poitrine. J'ai trouvé mon père dans son bureau à domicile en train d'examiner des documents de l'association des propriétaires. J'ai exposé la présentation. J'ai expliqué la lacune du marché, le potentiel de sauvetage de vie, les parts que j'étais prêt à leur offrir en échange d'une cosignature pour un prêt aux petites entreprises. Je ne leur demandais même pas d'argent liquide. Juste leur signature en tant que garant. Mon père s'est penché en arrière dans sa chaise en cuir, a joint les doigts et a soupiré. Ce n'est pas un fantasme. Ai-je argumenté en gardant une voix assurée. J'ai le prototype. J'ai des médecins prêts à le regarder. J'ai juste besoin d'un tout petit effet de levier pour mettre les serveurs en ligne. Je ne co-signerai pas un prêt pour une chimère, a-t-il déclaré fermement en fermant mon ordinateur portable. Nous avons nos propres responsabilités financières. Nous ne pouvons pas assumer tes paris imprudents. Paris imprudent. L'ironie était si épaisse que je pourrais m'étouffer avec. J'ai rangé mon sac et je suis parti sans dire un mot de plus. Mais l'univers a une drôle de façon de révéler la vérité quand on arrête de la chercher. Quelques semaines plus tard, je suis tombé sur une ancienne connaissance du lycée qui travaillait dans une agence bancaire locale. Nous avons pris un café rapide et il a maladroitement abordé le sujet de mes parents. « Et mec, j'espère que tes parents vont bien », a-t-il dit l'air de rien. J'ai traité les papiers quand ils ont contracté cette deuxième hypothèque sur la maison le mois dernier. Ça avait l'air stressant. Je me suis figé, le gobelet en papier crissant dans ma main. Deuxième hypothèque? Ouais. Il a eu l'air confus. Pour couvrir cet accord à l'amiable suite au procès d'Arthur, la mauvaise affaire immobilière dans laquelle il s'est empêtré. Je pensais que tu le savais. J'ai senti le sang se vider de mon visage. Mes parents n'avaient pas seulement refusé de m'aider à créer une entreprise légitime. Ils avaient secrètement hypothéqué leur maison, leur dernier grand actif, pour sortir Arthur d'un investissement désastreux, à la limite de la fraude, qui aurait pu ruiner sa carrière. Ils ont risqué de perdre le toit au-dessus de leur tête pour couvrir l'incompétence d'Arthur. Mais ils ne voulaient pas signer un bout de papier pour soutenir mon rêve. C'est le moment où le dernier lien qui me rattachait à ma famille s'est rompu. Je ne ressentais plus absolument rien pour eux. Mais la trahison n'était pas terminée. David était un gars que je connaissais depuis l'école d'infirmier. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais nous allions boire un verre de temps en temps, et il savait que je travaillais sur quelque chose de grand. Un soir, après quelques bières de trop, je lui ai bêtement montré la présentation sur mon téléphone. J'ai expliqué l'algorithme que Marcus et moi avions construit. David a hoché la tête avec enthousiasme, me disant à quel point c'était brillant. 3 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de Marcus. Tu as envoyé la présentation à ton frère? Mon estomac s'est noué. Non. Pourquoi? Marcus m'a envoyé une capture d'écran d'un email. Il provenait de l'adresse professionnelle d'Arthur. Il avait été transféré à Marcus par un contact commun dans le secteur technologique. David
espérant marquer des points auprès du riche frère banquier d'affaires, avait volé ma présentation et l'avait envoyée directement à Arthur, la présentant comme une opportunité de start-up lucrative sur laquelle il était tombé. Le fil de mes transférés incluait la réponse d'Arthur à ses collègues. Regarde ces ordures qu'Arthur avait écrites, mon petit frère, l'infirmier, se prend pour Mark Zuckerberg. C'est une merde sans valeur. Jetez-la. Ne perdez pas votre temps avec des chimères médicales construites par des nettoyeurs de bassins hygiéniques. Arthur avait le plan de tout mon avenir entre les mains et il l'a jeté dans la poubelle numérique juste pour faire une blague à mes dépens. Il n'a même pas eu la décence de m'y confronter. Il a juste utilisé le travail de ma vie comme une chute pour ses potes de la finance. Je me suis assis dans mon appartement sombre, fixant l'écran lumineux de mon téléphone. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien cassé. J'ai simplement respiré la réalité froide et toxique de ma vie. Mes parents étaient prêts à faire faillite pour les échecs d'Arthur. Et Arthur était prêt à saboter mon succès pour s'offrir un rire facile. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Marcus. On va faire plafonner nos cartes de crédit, lui ai-je dit, la voix complètement vide d'émotion. Absolument toutes. Nous allons acheter l'espace serveur nous-mêmes et nous allons emmener ça directement au sommet. Les 6 mois suivants ont été un flou de privation de sommeil et de vision en tunnel absolu. Marcus et moi vivions au bord de la ruine financière. Ma cote de crédit a plongé. Je mangeais du riz et des haricots, faisant des heures supplémentaires aux urgences juste pour payer les soldes minimums des cartes qui maintenaient Aegismed en vie. Nous avons complètement contourné les administrateurs hospitaliers de niveau intermédiaire. Ils étaient trop lents, trop bureaucratiques et trop terrifiés par le changement. Au lieu de cela, j'ai ciblé le docteur Sarah Evans, la directrice médicale de notre réseau hospitalier. C'était une dirigeante notoirement impitoyable, axée sur les données, qui se souciait de 2 choses, les taux de mortalité des patients et l'efficacité budgétaire. Je l'ai prise en embuscade à la sortie d'une réunion du conseil d'administration. Je ne portais pas de costume. Je portais ma tenue d'infirmier. Je lui ai tendu une tablette avec une simulation en direct d'Aegismed fonctionnant avec de vraies données historiques. De la nuit la plus chaotique de nos urgences le mois précédent. Accordez-moi exactement 3 minutes de votre temps, lui ai-je dit. Je vais vous montrer comment ce logiciel aurait empêché les 2 événements sentinelles que nous avons eu le mois dernier, aurait permis à l'hôpital d'économiser 400 000 $ en risque de litige et aurait réduit les temps d'attente des patients de 20%. Le docteur Evans m'a regardé comme si j'étais fou, mais elle a regardé la tablette. 3 minutes se sont transformées en 20. À la fin, elle avait les yeux écarquillés. Elle voyait la matrice. Je veux un programme pilote limité aux urgences du centre-ville à partir de la semaine prochaine, a-t-elle ordonné. Si ça plante, vous êtes viré. Si ça marche, on parle contrat. Ça n'a pas planté. Ça a décollé. Le véritable test a eu lieu lors d'une violente tempête hivernale. Les routes étaient verglacées, les ambulances étaient bloquées et les urgences étaient une zone de guerre. L'ancien système est complètement tombé en panne. Autrefois, cela aurait signifié un triage à l'aveugle, des erreurs de médication et le chaos. Mais Patty, l'infirmière en chef, a immédiatement basculé tous les tâches sur le réseau Aegismed. J'ai regardé la magie opérer en temps réel. Les médecins ont instantanément su quelle salle de traumatologie était ouverte. Les infirmières ont reçu des alertes automatisées concernant les interactions médicamenteuses avant même d'avoir pris les flacons. Nous avons fait avancer les patients dans le système avec une efficacité terrifiante. Nous avons sauvé une jeune femme d'une réaction allergique fatale parce que le système a signalé son dossier à travers le réseau à la seconde où elle a franchi la porte.
Le docteur Evans se tenait dans le centre de commandement, regardant le tableau de bord se mettre à jour en temps réel. Elle s'est tournée vers moi, son expression indéchiffrable. Vous n'avez pas seulement construit une application, James. Vous avez construit un système nerveux. La nouvelle s'est répandue vite. Le réseau hospitalier l'a adopté. Puis un réseau voisin a appelé. Puis les vautours ont commencé à tourner. J'étais chez moi en train de récupérer d'une garde de 14 heures quand mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu de San Francisco. Est-ce que je parle à James, le fondateur? Degis Med a demandé une voix nette. C'est Richard Sterling, PDG de Sterling Health. Nous observons vos chiffres pilotes. Nous devons parler. Monsieur Sterling n'était pas intéressé par l'octroi d'une licence pour le logiciel. Il voulait acquérir la plateforme entière, l'intégrer à son infrastructure de santé mondiale et nous embaucher, Marcus et moi, en tant que consultants seniors. Avec des participations massives au capital. Le processus de négociation a pris des semaines. J'étais assis dans des salles de conférence au mur de verre. Au-dessus de la ville, entouré d'avocats en costume à $1000, examinant des contrats remplis de termes financiers que je devais apprendre sur le tas. J'étais un infirmier de nuit, assis de l'autre côté de la table face à des titans de l'entreprise, et je n'ai pas cligné des yeux. Je connaissais la valeur de ce que je détenais. Je savais que c'était construit sur du sang, de la sueur. Et le refus absolu d'être une victime. Quand nous nous sommes enfin mis d'accord sur le chiffre, mon avocat a fait glisser le document final sur la table en acajou. J'ai pris le lourd stylo main blank et j'ai signé mon nom. Le virement bancaire est arrivé sur mon compte 48 heures plus tard. J'étais assis dans ma Honda Civic cabossée sur le parking de l'hôpital quand la notification est apparue sur mon téléphone. 170 millions de dollars, moins les impôts, les frais de justice et la part de Marcus, bien sûr. Mais le chiffre qui me regardait était toujours absurde. C'était une richesse générationnelle. C'était de l'argent pour acheter une île privée et disparaître. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que ma vue se brouille. Je l'avais fait. Je m'étais extirpé de l'obscurité. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, relâchant un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 28 ans. Juste au moment où je m'apprêtais à démarrer la voiture, une notification est apparue en haut de mon écran. C'était la discussion de groupe familial. Ma mère, tout le monde. Marquez vos calendriers. Nous organisons un dîner de Noël spécial cette année. Pour célébrer Arthur. Son cabinet le met officiellement sur la voie pour devenir associé. Faisons de cette soirée un moment inoubliable. James, essaie s'il te plaît de faire remplacer ta garde. Arthur adorerait que tu sois là pour le soutenir. J'ai lu le message 2 fois. Pour le soutenir. Pas pour fêter Noël. En famille, pas pour demander comment j'allais, juste une convocation pour venir prier sur l'autel de l'enfant prodige. Un sourire froid et sombre s'est dessiné sur mon visage. J'ai tapé ma réponse, je ne manquerai ça pour rien au monde. J'ai passé les 2 semaines suivantes à me préparer. Je ne suis pas allé acheter une Ferrari ou une Rolex. J'ai continué à conduire ma Honda. J'ai continué à vivre dans mon appartement exigu. J'ai même pris quelques gardes supplémentaires aux urgences juste pour garder les pieds sur terre. Je voulais entrer dans cette maison en ressemblant exactement au raté qu'il pensait que j'étais. Je voulais qu'ils soient complètement désarmés, enveloppés dans leur propre arrogance. J'allais les laisser planter le décor. J'allais laisser Arthur se glorifier aussi haut que possible. Et puis, avec une seule phrase, j'allais réduire tout son royaume en cendres. J'ai garé ma Honda Civic de 12 ans à mi-chemin de la rue parce que la place de choix dans l'allée de mes parents était déjà occupée par la toute nouvelle Porsche d'Arthur. La voiture était une
Machine rutilante et agressive qui hurlait l'argent nouveau et un ego démesuré. Je suis resté assis dans ma voiture glaciale pendant un long moment, regardant. Ma respiration embuait le pare-brise, sentant la familière et lourde boule de terreur se former dans mon estomac. Pendant 28 ans, franchir cette porte d'entrée signifiait marcher sur un champ de bataille où j'étais complètement désarmé. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, je tenais les codes de lancement nucléaire dans ma poche. La maison avait exactement le même aspect qu'à chaque Noël de mon enfance, la couronne trop élaborée sur la porte, les lumières parfaitement symétriques le long des gouttières. C'était une maison entièrement obsédée par l'idée de présenter une image impeccable au voisinage. J'ai fermé la fermeture éclair de ma veste d'hiver usée, j'ai pris une grande inspiration de l'air glacial et j'ai remonté l'allée. Au moment où j'ai poussé la porte d'entrée, le mur de bruit et de chaleur m'a frappé. L'odeur de la dinde rôtie, des bougies au pain cher et le parfum acre et capiteux de ma mère ont rempli le couloir. Je pouvais entendre la voix stridente de tante Clara résonner depuis le salon. Elle était plongée au milieu d'une vicieuse séance de commérage sur le récent divorce d'un voisin et la brutale bataille pour la garde de leurs enfants, déchirant la pauvre famille pour se divertir avant de passer à son sujet préféré, faire l'éloge d'Arthur. J'ai retiré mes bottes et je suis entré dans le salon, ma mère, Éléanore, a accouru. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle a juste donné une petite tape de désapprobation sur ma veste, comme pour essayer d'épousseter l'odeur de l'hôpital. James, tu as pu venir, a-t-elle dit, avec son sourire crispé et calculé. J'espérais que tu porterais le pull bleu que je t'ai acheté l'année dernière. Nous prendrons des photos de famille plus tard pour Facebook, mais peu importe. Va te prendre un verre. Arthur est en train de tout nous raconter sur les nouveaux bureaux de la direction. Je suis passé devant elle pour entrer dans le salon. Arthur était appuyé contre le manteau de la cheminée, un verre de scotch à la main, ressemblant à un mannequin de catalogue pour la richesse d'entreprises odieuses. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Mon père, Robert, était assis dans son fauteuil inclinable en cuir, hochant la tête à chaque mot d'Arthur, les yeux brillant littéralement de révérence. C'est un changement radical, disait Arthur à tante Clara et à quelques autres parents qui s'étaient rassemblés autour de lui comme des disciples. Le cabinet me confie un portefeuille d'une valeur de plusieurs centaines de millions. La promotion s'accompagne d'une augmentation massive du salaire de base, plus une prime de performance qui va complètement accélérer mon portefeuille immobilier. J'envisage déjà d'acquérir une deuxième propriété commerciale au centre-ville. Brillant, a tonné mon père en levant son verre. C'est ce que j'appelle bâtir un héritage. Un vrai succès tangible. Tante Clara m'a remarqué debout près de la porte et m'a immédiatement pris pour cible. Oh, James. Bonjour. Je ne t'ai même pas entendu entrer. Tu es toujours si silencieux. Elle m'a lancé un regard compatissant et profondément condescendant. Tu fais toujours ces horribles gardes de nuit, à vider les bassins hygiéniques et à t'occuper de tous ces malades? Ça semble tellement épuisant pour un si petit salaire. C'est un travail honnête, Clara, est intervenu mon père, bien que son ton fût entièrement dédaigneux. Quelqu'un doit faire les boulots ingrats. Nous ne pouvons pas tous être en voie de devenir associés. J'ai forcé un sourire poli. Les urgences me tiennent occupé. C'est du bon travail. Arthur a gloussé, prenant une lente gorgée de son scotch. Et bien, ne t'épuise pas à la tâche, petit frère. Tu as besoin de garder ton dos intact si tu vas soulever des patients pendant les 40 prochaines années. À moins, bien sûr, que ta petite application ne te transforme soudainement en magnate de la technologie. Une vague de rire a parcouru la pièce. Ma mère a rapidement tapé dans ses mains, nous poussant tous vers la salle à manger.
Très bien, tout le monde. Le dîner est prêt. Asseyons-nous et portons officiellement un toast à la promotion d'Arthur. Le plan de table était le même que celui de toute ma vie. Arthur était assis au centre de la longue table, flanqué de ma mère et de tante Clara. Mon père était assis en bout de table. On m'avait placé à l'autre extrémité, près de la porte battante de la cuisine, juste à côté de la saucière et des serviettes supplémentaires. J'étais le serveur désigné. Pendant les 45 premières minutes, j'ai mangé mon repas dans un silence complet. J'ai écouté ma famille disséquer chaque aspect du triomphe d'entreprise d'Arthur. Ils ont parlé de ses stock options, de son nouveau bureau d'angle, de l'adhésion exclusive au country club que son entreprise sponsorisait. C'était une chambre d'écho narcissique, et Arthur s'imprégnait de chaque goutte d'adoration. Puis, inévitablement, Arthur s'est lassé de parler d'eux lui-même et a décidé qu'il avait besoin d'un contraste pour rendre son succès encore plus éclatant. Il avait besoin d'un faire-valoir. Il avait besoin de moi. Il s'est penché en avant, posant sa montre chère sur la nappe en lin, et a regardé directement au bout de la table vers moi. Alors, James a commencé. Arthur, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude, nous avons assez parlé de mon portefeuille. Parlons un peu de ton empire. Comment se passe ta petite activité complémentaire d'infirmier, le truc de suivi des données? Tu le présentes toujours au gestionnaire de ton hôpital? Ou as-tu enfin réalisé qu'ils ne prennent pas de conseils du personnel infirmier? Mon père a froncé les sourcils en coupant sa dinde. Arthur, laisse tomber. James a un emploi stable. Il n'a pas à avoir honte de ses petits passe-temps. Je ne l'embarrasse pas, papa, a dit Arthur, les yeux rivés sur les miens, brillants de malice. J'essaie juste de le ramener à la réalité. Je vois des gars présenter des startups tous les jours. Des gars brillants avec des diplômes de l'Ivy League et des financements d'amorçage massifs, et même eux échouent. Je ne veux tout simplement pas que James gâche sa vie avec une chimère sans valeur. Alors qu'il pourrait se concentrer sur son vrai salaire. Ma mère a soupiré lourdement, me regardant avec une pitié absolue. James, mon chéri, Arthur a raison. Nous aimons le fait que tu sois créatif, mais tu dois comprendre tes limites. Ton frère comprend le marché. Tu devrais l'écouter. J'ai regardé ma mère. Puis j'ai regardé mon père. Enfin, j'ai plongé mon regard dans celui d'Arthur. Mon pouls était incroyablement régulier. La colère qui m'étouffait d'habitude avait complètement disparu, remplacée par un calme glacial absolu. Je me sentais comme un juge s'apprêtant à lire un verdict dévastateur. Mais limite, ai-je répété doucement. La table s'est tue, sentant un changement dans mon ton. Je n'avais pas l'air sur la défensive. J'avais l'air de m'ennuyer. Oui, tes limites, a raillé Arthur en faisant tourner son vin. Tu joues au PDG de la tech dans ton sous-sol. C'est un modèle commercial sans valeur, James. Aucun réseau hospitalier ne va confier son infrastructure à un gars qui porte une blouse médicale pour gagner sa vie. Tu as zéro capital, zéro effet de levier. Et zéro présence sur le marché. Dis-moi que j'ai tort. J'ai posé ma fourchette. Je me suis essuyé la bouche avec la serviette en lin, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai placée à côté de mon assiette. Tu as tort, ai-je dit. Arthur a laissé échapper un petit rire moqueur et aigu. Oh, vraiment? Je t'en prie, éclaire la table, Mark Zuckerberg. As-tu enfin convaincu une clinique locale de télécharger ton application gratuite? Je me suis adossé à ma chaise, posant mes mains sur mes genoux, j'ai regardé Arthur droit dans les yeux. Et j'ai porté le coup de grâce, j'ai vendu mon entreprise. Les mots sont restés suspendus en l'air, complètement étrangers à l'environnement. La table est devenue silencieuse.
Le seul bruit dans la pièce était le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et le tic-tac de l'horloge. Grand-père dans le couloir. Le sourire suffisant d'Arthur s'est figé sur son visage. Il a cligné des yeux, clairement déstabilisé. « Tu l'as vendu ?» a-t-il répété, la moquerie persistant toujours dans sa voix, bien qu'elle fût maintenant légèrement tendue. « À qui ?» « À un centre de soins d'urgence désespéré. »« Au bout de la rue ?»« Qu'est-ce que tu as eu pour ton petit business sans valeur ?» 10 000 ? Assez pour enfin rembourser tes prêts étudiants. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas rompu le contact visuel. 170 millions de dollars. Si j'avais sorti une arme à feu et tiré un trou au plafond, la réaction aurait été moins violente. La main de mon père s'est violemment contractée, renversant son verre de vin en cristal. Le liquide rouge sombre s'est répandu sur la nappe. En lin blanc comme une plaie saignante, mais il ne l'a même pas regardé. Il me fixait, la bouche grande ouverte. Ma mère a laissé échapper un étrange halètement étouffé, ses mains volant à sa gorge tandis que la couleur se vidait instantanément de son visage. Elle avait l'air d'être sur le point de tomber. Physiquement malade. Tante Clara a fait tomber sa fourchette, la mâchoire décrochée. Arthur est resté parfaitement immobile, les yeux allant de droite à gauche frénétiquement, traitant les mots. Son cerveau ne pouvait tout simplement pas calculer les données. « Tu mens » a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte. Elle était très erratique, un léger sifflement de panique pure. « Tu mens. » « Absolument. On ne vend pas une entreprise pour ce genre d'argent. Tu es infirmier. Tu conduis une voiture poubelle. Tu vis dans une boîte à chaussures. Arrête d'inventer des mensonges pathétiques pour gâcher mon dîner. » J'ai plongé la main dans ma poche, j'ai sorti mon téléphone et j'ai déverrouillé l'écran. J'ai ouvert mon application bancaire privée, j'ai navigué jusqu'à mon compte de dépôt principal et je me suis authentifié avec mon empreinte digitale. Je me suis levé lentement, j'ai marché le long de la table et j'ai posé doucement le téléphone sur la table directement devant Arthur. « Regarde-le, ai-je ordonné. » Arthur a baissé les yeux. Mon père s'est penché en avant, les yeux écarquillés. Là, en chiffres noirs gras sur l'écran lumineux, se trouvait le virement bancaire confirmé de Sterling Elstech, 9 chiffres. Plus d'argent que toute la division d'entreprise de niveau intermédiaire d'Arthur n'en générait en un trimestre. Plus d'argent que ma famille n'en avait jamais vu ou n'en verrait jamais au cours de toute leur vie réunie. Le visage d'Arthur a pris une teinte grisâtre écœurante. Ses mains se sont mises à trembler. Visiblement. Il a levé les yeux vers moi et, pour la première fois en 28 ans, je n'ai pas vu d'arrogance dans les yeux de mon frère. J'y ai vu de la pure terreur. Absolue. Les fondations entières de son identité, la certitude absolue qu'il m'était supérieur, s'effondraient en poussière juste devant lui. « Mon Dieu !» a murmuré mon père, la voix tremblante en fixant le téléphone. « James, comment ? Quand est-ce que c'est arrivé ? » Nous avons conclu l'acquisition il y a 3 semaines, ai-je dit calmement, ramassant mon téléphone et le glissant dans ma poche. Un conglomérat technologique majeur de San Francisco a acheté les droits de propriété d'Egis Med. Ils nous ont rachetés, mon partenaire et moi. Je conserve un siège au conseil consultatif, mais l'argent est entièrement liquide. Ma mère a retrouvé la voix, bien qu'elle fût aiguë et hystérique. Il y a 3 semaines ? Tu as gardé ça pour toi pendant 3 semaines et tu ne nous l'as pas dit ? Nous sommes tes parents, James. Pourquoi cacherais-tu quelque chose d'aussi énorme à ta propre famille ? Parce que vous n'êtes pas ma famille, ai-je déclaré platement. Vous êtes la famille d'Arthur. Il se trouve juste que je vis dans la même maison. C'est tout à fait déplacé, a crié mon père, retrouvant enfin sa colère et se levant de sa chaise. Nous avons subvenu à tes besoins. Nous t'avons donné un bon foyer. Comment oses-tu
T'asseoir là avec tes millions secrets et agir comme si nous t'avions maltraité. Nous avons toujours voulu le meilleur pour toi. Ne me parlez pas de ce que vous vouliez pour moi, ai-je rétorqué, ma voix s'élevant enfin, fendant la salle à manger avec une autorité absolue. Quand je suis venu vous voir il y a 6 mois, vous suppliant pour une co-signature de 15 000 $ afin de mettre mes serveurs en ligne, vous m'avez ri au nez. Vous m'avez dit que j'étais imprudent. Vous m'avez dit que mon entreprise était une chimère et que je devais connaître ma place. Nous protégions nos finances, a argumenté mon père, le visage rouge de colère. Nous veillons sur notre retraite. Ne me mentez pas, ai-je riposté en me penchant au-dessus de la table. Je suis au courant. Pour la deuxième hypothèque. Je sais que vous avez hypothéqué cette maison pour payer le procès du désastre immobilier frauduleux d'Arthur. Toute la pièce a halté. Tante Clara a couvert sa bouche, l'air scandalisé. Arthur a reculé sur sa chaise, ressemblant à un animal acculé. Mes parents se sont figés, totalement détruits que leur secret le plus sombre et le plus honteux ait été révélé au grand jour. Vous étiez prêt à risquer de perdre le toit au-dessus de vos têtes pour sortir Arthur d'un procès causé par sa propre incompétence, ai-je poursuivi, la voix froide et implacable. Mais vous ne vouliez pas risquer une seule signature pour m'aider à bâtir une entreprise légitime. Vous avez affamé mon ambition pour nourrir son ego. Je me suis tourné vers Arthur, qui fixait son assiette, complètement brisée. Et toi, ai-je dit, la voix dégoulinante de dégoût. David t'a envoyé ma présentation. Je sais que tu l'as vue. Tu aurais pu investir. Tu aurais pu m'aider. Au lieu de cela, tu l'as transféré à tes potes de la finance, tu as dit que c'était une poubelle sans valeur et tu leur as dit de la jeter à la corbeille. Cette même poubelle qui vient de me rapporter 170 millions de $. Arthur n'a pas dit un mot. Il ne pouvait pas. Il n'y avait aucune pirouette de communication d'entreprise, aucune parade arrogante qui pouvait le sauver de l'humiliation absolue de ce moment. J'ai regardé autour de la table les visages pâles et choqués des personnes qui avaient passé toute ma vie à essayer de me rabaisser. Je n'ai ressenti aucune joie. Je n'ai ressenti aucune chaleur. J'ai juste ressenti un profond sentiment de finalité. Je ne suis pas venu ici ce soir pour jubiler, ai-je dit en boutonnant ma veste. Je suis venu ici pour vous montrer exactement ce que vous avez jeté. J'ai survécu à votre négligence. J'ai bâti un empire dans l'obscurité. Pendant que vous étiez tous occupés à vénérer une fausse idole. Vous avez choisi votre fils et je me suis choisi moi-même. Ne me contactez plus jamais. Je me suis retourné et j'ai quitté la salle à manger. J'ai attrapé mes clés sur la table de l'entrée, j'ai franchi la porte d'entrée dans la nuit glaciale d'hiver. Et je suis monté dans ma vieille Honda. J'ai démarré le moteur, j'ai passé la vitesse et je suis parti sans regarder dans le rétroviseur. Faisons une pause un instant, merci d'être resté avec moi jusqu'ici, vous êtes vraiment géniaux. Aidez-moi s'il vous plaît en likant la vidéo et en commentant le chiffre 1. Ci-dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela n'aide pas seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me permet aussi de savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande des motivations pour que je continue à partager la suite de ce voyage. Les semaines qui ont suivi ce dîner de Noël ont été les plus calmes de toute ma vie. Mon téléphone n'a pas sonné. La discussion de groupe familial toxique était complètement morte. C'était le silence d'une structure qui s'était totalement effondrée et personne ne savait comment commencer à déblayer les décombres. Je ne suis pas resté assis à attendre leurs excuses. J'ai engagé une énorme société de gestion de patrimoine. J'ai mis en place des fiducies sans droit de regard et j'ai immédiatement fait don de 10 millions de $ au fonds de soins infirmiers d'urgence de mon ancien hôpital. J'ai acheté une magnifique propriété isolée dans les montagnes.
Loin de la banlieue où j'ai grandi. Je me suis enfin permis de respirer. Mais le karma est un comptable incroyablement efficace, et la facture de l'arrogance de mon frère arrivait enfin à échéance. 2 mois après le dîner de Noël, j'étais assis sur ma véranda arrière en train de boire un café quand mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Supposant que c'était un autre agent immobilier agressif essayant de me vendre un pantouse. 1 minute plus tard, un SMS est arrivé, « James, c'est Arthur. S'il te plaît, décroche. C'est une urgence absolue. J'ai besoin de te parler, je t'en supplie. » Le désespoir dans le message était palpable. J'ai hésité à bloquer le numéro, mais la curiosité l'a emporté. Je l'ai rappelé. Il a répondu. À la première sonnerie. « James, » a dit Arthur, la voix haletante. Frénétique. Il ressemblait à un homme au bord du précipice sur le rebord d'un immeuble. « Dieu merci, tu as rappelé. Je suis dans de graves ennuis. J'ai besoin d'une énorme faveur. J'ai besoin d'un prêt, d'un investissement, peu importe comment tu veux appeler ça. Je rédigerai les papiers aujourd'hui. Je ne suis pas une banque, Arthur, ai-je dit froidement. Appelle papa et maman. Laisse-les prendre une 3e hypothèque. Ils ne peuvent pas, ah presque. Sanglotait Arthur dans le téléphone. Ils sont fauchés et je suis ruiné. James. Je viens d'être viré, licencié pour faute grave. Ils m'ont escorté hors du bâtiment avec la sécurité. Je me suis penché en avant sur ma chaise. Le cabinet qui venait de te mettre sur la voie pour devenir associé? Celui dont tu n'arrêtais pas de te vanter? Que s'est-il passé? C'était Sterling, a dit Arthur, la voix brisée. Richard Sterling. Je me suis figé. Richard Sterling était le PDG de Sterling Helstech. C'était l'homme qui avait acheté Aegis Med. C'était l'homme qui avait signé mon chèque à 9 chiffres. Qu'en est-il de Monsieur Sterling, ai-je demandé lentement. Arthur a pris une respiration saccadée. Sterling Helstech était le plus gros client institutionnel de notre cabinet. Il représentait 30% de tout notre portefeuille de gestion. J'étais l'analyste principal gérant leur compte secondaire. Hier, Sterling a appelé mon directeur général et a complètement retiré son capital. La totalité des centaines de millions de dollars disparus en 1 heure. Pourquoi, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Sterling a dit à mon patron qu'il refusait de faire des affaires avec une société d'investissement qui emploie des analystes arrogants et incompétents qui jettent à la poubelle des opportunités technologiques générationnelles, a avoué Arthur, la voix dégoulinante d'une défaite absolue. Sterling a découvert l'existence du pitch d'Aegis Med, celui que David m'a envoyé. Il a découvert que j'avais le code fondateur d'une plateforme médicale de 170 millions de dollars dans ma boîte de réception et que j'ai dit que c'était une ordure sans valeur et que je l'ai jeté. Sterling a dit à mon patron que j'étais un passif massif pour la croissance de leur capital. J'ai fermé les yeux, laissant la justice poétique absolue de ce moment m'envahir. Mon cabinet a perdu son plus gros client à cause de moi, a poursuivi Arthur en pleurant maintenant. Ils m'ont viré. Sur le champ. Ils menacent de me poursuivre pour négligence grave afin de récupérer les revenus perdus. J'ai une énorme hypothèque sur mon appartement. La location de la Porsche est absolument 0 revenu. Je ne peux même pas me payer un avocat pour contester le licenciement. James, tu dois m'aider. Tu as tellement d'argent. Tu peux arranger ça. Il suppliait. L'enfant prodige. L'homme qui s'était moqué de mes gardes épuisantes, l'homme qui m'avait traité comme un paysan toute ma vie, mendiait les miettes de ma table. Je ne peux pas réparer un manque fondamental de caractère, Arthur, ai-je dit doucement. Tu
N'a pas seulement jeté un investissement. Tu as jeté ton frère. Tu voulais que j'échoue si désespérément que tu t'es aveuglé à la réalité. Tu as construit ta vie entière sur la supposition que tu étais le gars le plus intelligent de la pièce. Maintenant, tu dois payer l'addition. Tu vas me laisser tout perdre. A-t-il crié, son désespoir se transformant en colère vicieuse. Tu as des centaines de millions de dollars. Je suis ton frère. Tu n'as jamais été mon frère, ai-je répondu. Tu étais mon harceleur. Profite bien de l'appartement. Arthur. Essaie de ne pas faire défaut sur l'hypothèque. J'ai raccroché le téléphone. J'ai ouvert mes contacts, j'ai trouvé son numéro et je l'ai bloqué. Définitivement. J'ai très vite compris que survivre à un traumatisme familial toxique ne se limite pas à s'enrichir et à se venger. L'argent agit comme un bouclier, mais il ne guérit pas les hémorragies internes. Je portais en moi des décennies de ressentiments accumulés, et cela me rendait incroyablement cynique. J'ai consulté une brillante thérapeute nommée Evelyne. Elle se moquait de mon compte en banque. Elle se souciait du petit garçon en colère et négligé qui vivait encore dans ma tête. Nous avons passé des mois à démêler les dégâts. Evelyne m'a aidé à comprendre une vérité psychologique cruciale, le favoritisme de mes parents n'avait jamais été lié à mon manque de valeur. C'était lié à leur profonde insécurité. Ils avaient besoin qu'Arthur soit une star de l'entreprise. Et un homme riche pour valider leur propre rôle de parent. Ils l'utilisaient comme un trophée brillant et ils m'utilisaient comme le tapis sous lequel cacher leurs angoisses. Vous avez survécu à une famine émotionnelle, James, m'a dit Evelyne lors d'une séance. Vous avez appris à prospérer dans le désert. Maintenant, vous avez un océan de ressources et vous devez apprendre à boire. Sans vous noyer dans l'amertume. 6 mois après le désastre de Noël, j'ai reçu une lettre manuscrite par la poste. C'était de mon père. Il n'y avait pas d'exigence, pas de tentative de culpabilisation manipulatrice, juste une demande de nous rencontrer pour prendre un café dans un lieu neutre. Evelyne m'a conseillé d'y aller, non pas pour me réconcilier, mais pour établir formellement les limites absolues de ma nouvelle vie. J'ai retrouvé mes parents dans un café calme en centre-ville. Quand ils sont entrés, j'ai été sincèrement choqué. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. La posture arrogante avait complètement disparu. Les épaules de mon père étaient voûtées et ma mère avait l'air fragile, s'agrippant à son sac à main avec des mains tremblantes. Ils se sont assis en face de moi. Personne n'a touché à son café. James a commencé. Mon père, la voix complètement dépouillée de son habituelle autorité. Tonitruante. Nous n'attendons pas de toi que tu nous pardonnes. Nous n'attendons pas de toi que tu reviennes à la maison, mais nous avions besoin de te regarder dans les yeux et de te dire que nous sommes profondément, sincèrement désolés. Ma mère a commencé à pleurer. Des larmes silencieuses et sincères. Nous t'avons laissé tomber, a-t-elle murmuré. Nous étions tellement obsédés par l'idée de pousser Arthur vers le sommet que nous sommes complètement aveuglés à toi. Nous avons brisé notre famille et regardé Arthur s'autodétruire complètement au cours des derniers mois. Cela nous a obligés à réaliser exactement ce que nous avons créé. Nous avons fait de lui un monstre et nous avons fait de toi un fantôme. Je suis resté parfaitement immobile en écoutant les mots que j'avais désespérément voulu entendre quand j'avais 14, 18, 22 ans. Mais en les entendant maintenant en tant que multimillionnaire de 28 ans, ces mots semblaient juste tristes, lourds, mais nécessaires. J'apprécie que vous disiez cela, ai-je dit, d'une voix calme et complètement dépourvue de méchanceté. Mais les excuses n'effacent pas l'histoire. Vous avez fait vos choix. Nous le savons, a acquiescé mon père. En regardant ses mains. Nous ne te demandons pas ton argent, James. Nous gérons nos propres dettes. Nous
Nous voulons juste savoir s'il existe un monde où nous pouvons apprendre à connaître l'homme que tu es devenu. Nous voulons connaître notre fils. Je les ai regardés. 2 personnes fatiguées, brisées qui avaient misé tous leurs jetons sur le mauvais cheval et avaient perdu tout ce qui comptait vraiment. Je ne vous coupe pas les ponts. Complètement, ai-je dit fermement, établissant la limite qu'Evelyne et moi avions répété. Mais ma vie m'appartient. Je ne suis pas votre fonds de retraite. Je ne sortirai pas Arthur de son pétrin juridique et je ne rembourserai pas votre 2e hypothèque. Si nous avons une relation à l'avenir, ce sera à mes conditions. La moindre manipulation, la moindre comparaison, le moindre manque de respect envers mon travail ou ma vie, et je pars définitivement. Est-ce que vous comprenez? Mon père m'a regardé dans les yeux et a hoché lentement la tête. Nous comprenons parfaitement. Cela fait 2 ans depuis cette rencontre. Le processus de guérison n'est pas une ligne droite. Je vois mes parents quelques fois par an pour le déjeuner. C'est poli et superficiel, mais la toxicité a disparu. Ils savent exactement où se trouve la clôture électrique, et ils n'osent pas y toucher. Arthur a perdu l'appartement. Il a dû vendre la Porsche pour payer les frais d'avocat afin de trouver un accord avec son ancienne entreprise. Il travaille actuellement comme comptable de niveau intermédiaire dans une entreprise de logistique en banlieue, conduit une berline d'occasion et loue un petit appartement. Il m'a contacté une fois, m'envoyant un long email humble dans lequel il admettait ses échecs catastrophiques. Il a même demandé s'il y avait un poste de stagiaire disponible dans ma nouvelle start-up de logistique médicale. Je ne lui ai pas donné le poste, mais je lui ai répondu en lui souhaitant bonne chance dans son parcours de reconstruction. Il doit apprendre à marcher tout seul avant que je ne le laisse courir avec moi. Quant à moi, j'ai pris le capital d'Egis Med et j'ai créé un fonds de capital risque entièrement dédié aux innovations dans le domaine de la santé dirigé par des travailleurs médicaux de première ligne. Je finance actuellement 3 startups fondées par des infirmières urgentistes qui ont vu des systèmes défaillants et ont décidé de les réparer. Je passe mes journées à donner les moyens d'agir aux personnes que le monde de l'entreprise ignore. J'ai passé 28 ans à croire que je n'avais aucune valeur parce que les personnes qui étaient censées m'aimer refusaient de voir ma valeur. Mais la vérité, c'est que votre valeur n'est pas déterminée par les applaudissements d'un public brisé. Parfois, la plus grande chose que vous puissiez faire est de sortir de l'ombre dans laquelle on vous a forcé à rester. Craquez une allumette. Et bâtissez votre propre empire éclatant dans la lumière. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.